Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est une vidéo dans la playlist Fondements de l'analyse réelle et on va voir aujourd'hui le théorème des valeurs intermédiaires et certaines de ses applications. Alors bien sûr, ça c'est un théorème fondamental en analyse réelle, il a beaucoup d'applications et on va voir sa démonstration qui va, elle aussi, utiliser beaucoup de résultats classiques d'analyse. Alors, alors, bien sûr, si tu es nouveau, alors il y a toute une playlist consacrée au fondement de l'analyse. Il y a d'autres playlists qui contiennent un contenu adapté à l'université avec des cours et des exercices corrigés. Bon, les étudiants des classes prépa aussi peuvent trouver des choses qui peuvent les intéresser. Alors bien sûr, liker et s'abonner, ça permet à la chaîne d'atteindre un large public. Alors allons-y, on va commencer par le théorème. Théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le théorème, donc, il nous dit que si je prends une fonction qui est définie sur un intervalle, alors dans toute cette vidéo, i est un intervalle. Alors, un intervalle de n'importe quel type, ouvert, semi-ouvert, de la forme a plus l'infini, moins l'infini a, etc. Voilà. Et cette fonction, donc l'hypothèse fondamentale dans ce théorème, c'est la continuité de la fonction f. Et si je prends deux points tels que distinctes donc dans cet intervalle, donc par exemple a est strictement inférieur à b, et qui ont deux valeurs différentes, f de a est différente de b. Alors dans cet intervalle, le minimum de f de a, f de b, le maximum f de a et b, si vous prenez un entier quelconque dans cet intervalle ouvert, et bien il est atteint, c'est-à-dire il va exister un C dans l'intervalle AB tel que f de C égale à K. Voilà, donc toutes les valeurs dans cet intervalle, eh bien, il y a une valeur dans C, dans l'intervalle entre A et B, qui atteint cet élément. Alors, pour comprendre donc, le schéma, donc voilà A, voilà B, alors voilà f de A, et voilà f de B. Donc en fait, la droite y égale à k. Donc je prends ici une valeur, donc là la valeur k. Alors ici, puisque f de a est plus petit que f de b, cet intervalle c'est f de a, f de b. Sinon c'est l'inverse. Donc si je prends cette valeur et je considère cette droite, alors la continuité va m'obliger, si je veux aller de ce point-là à ce point-là, si je veux tracer la courbe entre ce point-là et ce point-là, à cause de la continuité, je n'ai pas le choix. Quoi que je fasse, je dois traverser cette droite. Et quand je la traverse, et bien ça, c'est les points où f de c égale à k. Donc là, il y a 3 points. Donc bien sûr, ce point n'est pas unique. Il peut y en avoir plusieurs. Donc c'est ça. Donc en fait, l'hypothèse fondamentale, c'est la continuité. S'il n'y avait pas la continuité, je peux arriver jusque-là, et la fonction peut prendre une autre valeur ici et continuer. Donc la continuité m'oblige à traverser cette droite. Voilà, donc l'hypothèse fondamentale dans ce théorème, c'est la continuité de la fonction. Ce théorème n'est pas valable pour les fonctions qui ne sont pas continues. Voilà, donc c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, maintenant, on va voir la démonstration. Alors, on peut supposer que f de a est plus petit que f de b, sinon je peux changer f au moins f. Au lieu de prendre f, je prends moins f, donc je peux toujours supposer que f de a est plus petit que f de b. Et je prends une valeur entre f de a et f de b. Et je vais construire le point C où f de c égale à k. Donc je vais montrer qu'il y a un point C
entre A et P qui vérifie f de C égale à K. Alors pour cela, je prends cet ensemble. Alors ça, c'est l'ensemble des x dans AP, tel que f de x est inférieur ou égal à K. Alors donc en fait, sur le schéma, cet ensemble-là, donc les x pour lesquels f de x est inférieur à A, il y a tout cet intervalle-là, puisque là, toutes ces valeurs ont leur valeur plus petite que K. Ensuite, à partir de là, f de x devient plus grand que K. Et ça recommence ici. Donc en fait, cet ensemble ici, c'est l'intervalle AX0 union l'intervalle X1, X2. Et ce qu'on va montrer, on va montrer que le sup de cet ensemble vérifie f de c égale à K. Alors ici, le sup, vous voyez, c'est x2, et bien sûr, f de x2 égale à K. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc on prend cet ensemble, et on montre que le sup de cet ensemble, la borne supérieure, vérifie f de c égale à K. Alors là, on va utiliser un théorème. Donc d'abord, il faut montrer que le sup de cette partie-là existe. Alors pour qu'une partie admet un sup, il faut qu'il soit non vide. Voilà, et donc là, on a A appartient à cet ensemble, parce que si vous calculez f de A, il est inférieur à K, puisque K est plus grand que f de A. Donc A appartient à cet ensemble. Alors A, bien sûr, est majoré par P, puisque cet ensemble il est contenu dans ça, donc il est majoré. Et d'après le théorème de la borne supérieure, le sup existe. Voilà. Bon, alors maintenant, on va montrer que f de C égale à K. Alors pour cela, on va utiliser une première propriété de la borne supérieure. Alors la borne supérieure d'un ensemble est toujours limite d'une suite de points dans cet ensemble. Donc ça, c'est un résultat d'analyse. Donc là, il faut regarder les vidéos que j'ai fait sur les caractérisations de la borne supérieure. Donc il y a toujours une suite de points de A qui convergent vers C. Alors, suite de points de A, ça veut dire que f de AN est inférieur à K, parce que AN dans A, ça veut dire f de AN inférieur à K. Et donc, si je calcule la limite de f de AN, alors là, AN est une suite de points qui convergent vers C. F de AN va converger vers f de C parce que f est continu. Là, j'utilise la continuité. Donc là, la continuité joue un rôle important. Et puisque f de AN est inférieur ou égal à K, sa limite va être inférieure à K. Donc j'ai déjà montré que f de C est inférieur ou égal à K. Alors maintenant, C, bien sûr, il est strictement inférieur à B, puisque A est contenu dans cet ensemble, donc sa borne supérieure va être contenue dans cet ensemble, et donc il est plus petit ou égal à B. C ne peut pas être égal à B, parce que si C est égal à B, j'aurai f de B inférieur ou égal à K. Or, ici, K est strictement inférieur à B. Donc, C est strictement inférieur à B. Et chaque fois que je prends un X entre C et P, f de X est strictement supérieur à K. Parce que si X est supérieur à C, il ne peut pas être dans A, dans cet ensemble. Parce que s'il est dans l'ensemble, il est inférieur à la borne supérieure. Donc, il va être inférieur à C. Donc, voilà. Donc, f de x est supérieur ou égal à K. Et donc, si je calcule la limite à droite de C, ici encore, par continuité, c'est f de C. Et voilà. Et f de C, puisque les f de x sont plus grands que A, la limite va être supérieure ou égale à K. Donc j'ai ça et ça. Et donc ça me montre que f de C est égal à K. Donc vous voyez. Donc ça c'est
c'est une démonstration donc, qui utilise beaucoup de résultats d'analyse. Alors la bande supérieure, les propriétés de la bande supérieure, voilà, qu'il y a une suite qui converge vers la bande supérieure, la continuité, une fonction, si une fonction est continue à un point, si seulement si pour toute suite qui converge vers ce point, la suite f de xn converge vers f de x. Donc ça aussi on l'a utilisé ici. Voilà. Et voilà, et donc on a démontré ce théorème. Donc là, c'est le genre de démonstration que les étudiants doivent voir et revoir parce qu'il contient beaucoup de mathématiques et beaucoup de résultats mathématiques. Voilà. Alors maintenant, les corollaires de ce théorème. Maintenant, un cas particulier. Si vous avez A inférieur à B et f de A fois f de B négatif, donc si f de A fois f de B négatif, ça veut dire f de A et f de B sont de signes opposés. Donc l'intervalle, par exemple si f de A est négatif et f de B est positif, l'intervalle f de A, f de B contient 0 et donc je peux prendre 0. Il existe un C tel que f de C égale à 0. Et le théorème entraîne aussi que l'image d'un intervalle par une fonction continue est aussi un intervalle. Alors bien sûr, tout ça, c'est la continuité. Alors ici, pour voir le résultat, f de A, f de B négatif, donc par exemple f de A est négatif et f de B est positif, donc je dois aller de ce point-là à ce point-là par une fonction continue, donc je suis obligé de traverser l'axe des x. Et parfois plusieurs fois. Donc le C, il n'y a pas un seul. Voilà, donc c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Alors on l'utilise souvent sous cette forme-là. Mais il faut toujours avoir à l'esprit la forme initiale. Voilà. Bon alors il est très utile pour résoudre des équations comme ça. Donc voilà, donc vous avez cette équation, c'est une équation de troisième degré. Bon, on sait qu'il a une racine réelle, parce que tout polynôme de degré impair réel admet une racine réelle, mais on ne sait pas où sont les valeurs. On n'a pas de méthode. Bon, il y a une méthode, une formule très compliquée, mais ça peut être une équation du quatrième degré, cinquième degré, ça n'a aucune importance. Donc on va montrer qu'il est admet une solution dans l'intervalle 0,1 et dans l'intervalle moins 1 demi. Alors ici, on va prendre cette fonction-là. Donc c'est cette fonction polynomiale. Alors il faut toujours dire la continuité, parce que la continuité, c'est l'hypothèse fondamentale dans le théorème des valeurs importantes. Donc quand vous rédigez, dites que c'est continu. Bon, ça ne coûte rien du tout. Donc voilà, la fonction est continue sur ces deux intervalles, et après on va calculer f de 0 fois f de 1 et f de moins 1 demi fois 0. Alors si vous calculez f de 0 fois f de 1, alors f de 0 égale à moins 1 demi, f de 1 égale à 4 moins 3, ça fait 1, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, donc ça fait moins 1 quart, et donc négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une constante entre 0 et 1 telle que f de C1 égale 0. Voilà, donc ça c'est un moyen de résoudre, de savoir où qu'il y a une solution. Alors après, il y a un moyen d'approcher la solution. Et la même chose pour moins 1 demi, si vous calculez f de moins 1 demi fois f de 0, c'est moins 1 quart. Et bon, il se trouve que c'est la même valeur, c'est juste une coïncidence. Ce n'est pas quelque chose de... c'est pas une propriété. Et voilà, et donc on a ces deux solutions. On sait que ce polynôme a deux racines, une dans 0,1 et l'autre dans moins 1 demi 0. Voilà. Alors, le théorème de Weierstrass. Alors ça, c'est un grand théorème de l'analyse aussi. Alors, j'ai consacré une vidéo. Vous pouvez la trouver dans la playlist Fondements de l'analyse où je démontre concrètement ce théorème. Je donne la démonstration. Alors, ce théorème,
Il dit donc c'est la continuité, mais sur un intervalle fermé borné. C'est ça ce qui fait la différence. Le théorème des valeurs intermédiaires sur un intervalle quelconque, il peut être soumis ou ouvert, mais là, dans l'hypothèse de Weierstrass, l'intervalle il est fermé borné. Et bien s'il est fermé borné, son image est un intervalle fermé borné. Donc ça veut dire que la borne supérieure ici, qui est D, eh bien, c'est dans l'image, donc ça veut dire que D est égal à un certain f de bêta. Ça, D, c'est le sup. Et C, qui est l'inf de f, il est aussi atteint. Voilà, donc c'est ça le théorème de Weierstrass. Donc il dit que si vous avez une fonction continue sur un intervalle fermé borné, alors la fonction est bornée, donc l'image de l'intervalle est un intervalle fermé borné aussi, et les bornes sont atteintes. En plus, le sup, c'est une valeur. Il y a une valeur alpha qui atteint le sup et une valeur alpha qui atteint l'inf et une valeur bêta qui atteint le sup. Voilà, alors donc si vous êtes intéressé par la démonstration de ce théorème, vous pouvez regarder la vidéo consacrée au théorème de Weierstrass. Voilà, alors maintenant, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer une propriété importante sur les fonctions continues strictement monotones. Bon, alors je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une fonction croissante. Donc si x1 est inférieur à x2, f de x1 est inférieur à f de x2, ou égal, ça c'est croissante. Strictement croissante, x1 strictement inférieur à x2 entraîne que f de x1 est strictement inférieur à f de x2. Décroissante, donc x1 inférieur, f de x1 supérieur ou égal, et strictement décroissante, x1 est inférieur et f de x1 est strictement supérieur à f2. Bon, ça des choses que vous connaissez depuis le bac, les fonctions strictement croissantes. Alors, quand on mélange la monotonie et la continuité, on va voir qu'il se passe des choses intéressantes. Alors, exemple, je prends cette fonction. Alors, je veux montrer qu'il est strictement croissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, je prends x1 dans x2 dans moins l'infini 0 avec x1 strictement inférieur à x2. Donc, la remarque importante, c'est comme x1 et x2 sont négatifs, quand on passe au carré, le sens de l'inégalité va changer. Vous savez, moins 1 est inférieur à moins 2, mais moins 2 au carré qui est égal à 4. Moins 2 est inférieur à moins 1, mais moins 2 au carré qui est égal à 4 est supérieur à moins 1 au carré. Voilà, j'ai ça. Alors après, donc, voilà, j'ai x1 au carré plus 1 est supérieur. Quand je passe à la racine aussi. Et quand je passe à l'inverse, ça c'est des trucs positifs, l'inverse va changer de signe. Et pour les positifs, c'est la même chose, sauf que ici, si x1 est inférieur à x2, x1 au carré est inférieur à x2 au carré. Et donc voilà un exemple de fonction strictement décroissante sur un intervalle et décroissante sur un autre. Alors la proposition, alors si on a une fonction continue et injective, voilà, donc si vous avez une fonction continue et injective, alors forcément, il est strictement monotone. Il est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Voilà, donc c'est ça la continuité. Donc ça veut dire il n'y a pas être injectif, ça veut dire vous n'avez pas de valeur x1, x2 telle que f de x1 égale à f de x2. Donc là, vous êtes obligé, si vous partez d'une valeur, du niveau d'une valeur, de ne pas revenir à ce niveau. Et donc de continuer. Soit vous continuez en montant, soit vous continuez en descendant. Donc injectif,
empêche la situation où on a une courbe qui monte et qui descend. Parce que quand une courbe monte et descend, ça veut dire qu'il y a deux valeurs qui ont la même image. Donc c'est ça injectif. Alors la preuve, on va raisonner par l'absurde. Alors ça aussi c'est une démonstration très très importante et très intéressante à connaître. Donc on fait un raisonnement par l'absurde. Alors là, il faut faire attention. Raisonnement par l'absurde, je suppose que f n'est pas strictement monotone. Alors n'est pas strictement monotone, ça veut dire il n'est ni strictement croissante, ni strictement décroissante. Alors là, il faut faire attention quand je pose la question aux étudiants, quelle est la négation d'une fonction strictement croissante? Ben, il y en a qui répondent strictement décroissante. Non. Pour écrire la négation de strictement croissante, il faut écrire qu'est-ce que c'est que strictement croissante. Alors strictement croissante, c'est x1 strictement inférieur à x2, quel que soit x1 inférieur à x2, entraîne que f de x1 est strictement inférieur à f de x2. Alors la négation de ça, c'est qu'il existe x1, x2, tel que x1 strictement inférieur à x2 et f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Donc voilà, vous écrivez la définition de strictement croissante ou de strictement décroissante et vous écrivez la négation avec les techniques ou comment on écrit la négation. Voilà, donc il ne faut pas dire la négation de strictement croissante, c'est strictement décroissante. Voilà, donc on va écrire ça. Donc n'est pas strictement décroissante, ça veut dire qu'il y a x1, x2, x1 est inférieur à x2, mais f de x1 n'est pas supérieur strictement à f de x2, donc c'est ça. Donc il existe x1, voilà, donc ça c'est la négation de strictement décroissante, et ça c'est la négation de strictement croissante. Voilà. Donc j'ai ça. Alors maintenant ici, je vais avoir strict. Pourquoi? Parce que x1 différent de x2 entraîne que f de x1 est différent de f de x2 parce que la fonction est injective. Donc là, j'utilise l'injectivité. Et ici, la même chose. Voilà, alors maintenant, à partir de là, je vais considérer cette fonction g sur 0,1 dans R. Donc je prends l'intervalle, le segment entre x1 et x3, et l'intervalle entre x2 et x4. Alors bien sûr, cette fonction est continue, puisque f est continue et ces fonctions-là sont continues. Et si je calcule g de 0 fois g de 1, alors g de 0, c'est f de x3 moins f de x4, et g de 1, c'est f de x1 moins f de x2. Alors ici, f de x1 moins f de x2 est négatif, strictement, et f de x3 moins f de x4 est positif. Donc ça, c'est strictement négatif. Donc je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Il va exister un t0 tel que g de t0 égale à 0. Alors quand j'écris g de t0, ben, ça veut dire que ça égale à ça, égale à 0. Donc j'ai ça égale à ça. Alors maintenant, f est injectif. Donc je vais avoir que j'ai f de quelque chose égale à f de autre chose. Pour les applications injectives, ça veut dire que les trucs sont égaux. Donc j'ai ça. Alors maintenant, ça c'est impossible parce que x1 est strictement inférieur à x2. Donc t0 de x1 est strictement inférieur à t0 de x2 puisque t0 aussi est positif. Il est dans l'intervalle t0 où j'ai écrit elle est là, dans 0,1. Donc t0 de x1 est strictement inférieur à t de x0 et 1 moins t0 de x3 est aussi inférieur à 1 moins t0 x4. Donc ça, il est strictement inférieur à ça. Donc je ne peux pas avoir l'égalité. Et donc c'est impossible. Et
on a fini là. Donc voilà, donc une fonction continue à injectif est forcément strictement monotone. Alors, maintenant, ben, on va finir par un théorème voilà, très utile aussi. Donc, si je mets la continuité avec la monotonie, ben, j'obtiens des trucs bijectifs. Donc, si vous avez une fonction continue et strictement monotone, alors continue et strictement monotone, la continuité est importante. Alors, f de i vers f de i est bijectif. Et f-1, la réciproque, est aussi continue. Et il est strictement monotone et il a le même type de monotonie. Donc ça veut dire que si f est strictement croissante, f-1 est strictement croissante, et si f est strictement décroissante, f-1 est strictement décroissante. Et surtout, l'inverse aussi, il est continu. Donc ça, c'est le truc important. Voilà, donc ça aussi, c'est un théorème fondamental et c'est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Alors on va voir plus, c'est une conséquence du théorème de Schwarz. Bon alors, on va montrer ça. Alors je peux supposer que f est strictement croissante. Sinon, je remplace f avec moins f. Si je montre que moins f est bijectif, f est bijectif. Alors, f est injectif, parce que si x1 est différent de x2, alors on a deux cas, soit x1 strictement inférieur à x2, et donc f de x1 est strictement inférieur à f de x2, puisque f est strictement croissante, ou bien x1 strictement supérieur à x2, on aura f de x1 strictement supérieur. Donc voilà ça. Donc strictement monotone entraîne injectif. Donc ça c'est un résultat général. Et donc de i vers f de i, puisque je vais vers l'image, eh ben, c'est une bijection. Donc f de i elle est bijectif. Bon alors on va montrer que l'inverse est une fonction strictement croissante. Donc je prends y1, alors ici c'est y1 égale à f de x1 strictement inférieur à f de x2. Et bien x1 qui est l'image réciproque va être strictement inférieur, parce que sinon si x1 est supérieur ou égal à x2, ben, je ne vais pas avoir f de x1 strictement inférieur à f de x2, puisque la fonction il est strictement croissante. Donc là, voilà, ça c'est la même chose. Alors la chose un peu difficile, c'est la continuité. Donc je dois montrer que la fonction inverse est continue. Alors là, on va utiliser une caractérisation de la continuité qui est une fonction est continue. Donc là, il faut voir aussi ma vidéo sur la continuité et les limites. Donc là où je montre que être continu, c'est équivalent à dire que pour toute suite xn qui converge vers x, la suite f de xn converge vers f de x. Alors f-a est continu, ça veut dire que pour toute suite ici, yn qui converge vers y, f-1 de yn converge vers f-1 de y. Donc je prends y un point là-dedans, je prends une suite là-dedans qui converge vers y, et je veux montrer que f-1 de yn converge vers f-1 de y. Alors y, bien sûr, puisqu'il est là-dedans, il va s'écrire f de x, et yn, c'est f de xn. Et donc f-1 de yn, c'est xn. Donc je dois montrer que xn converge vers x. Alors pour montrer que xn converge vers x, ben, je vais utiliser la définition. Pour toute suite, pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel les xn sont dans l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon. Donc voilà, donc je prends, alors là j'utilise le théorème de Weierstrass. Je prends cet intervalle, donc ça c'est un intervalle fermé, borné. Son image c'est l'intervalle f de x moins epsilon, f de x plus epsilon, puisque f est strictement croissante. Voilà, donc là j'utilise le théorème de Weierstrass.
Donc cet intervalle, eh bien, il contient f de x, puisque x est compris entre x moins epsilon, x plus epsilon. F de x est compris entre f de x moins epsilon, f de x plus epsilon. Donc là, j'ai utilisé à la fois le fait que la fonction est strictement croissante, j'ai utilisé la continuité pour appliquer le théorème de Weierstrass. Voilà. Alors maintenant, cet intervalle contient y, et donc la suite yn converge vers y, donc la suite yn va s'approcher, va rester à partir d'un certain rang, il va être dans cet intervalle, puisqu'il doit s'approcher de y. Donc il existe un n tel que quel que soit n, yn est là-dedans. Et quand j'écris ça, ça veut dire que si yn est dans cet intervalle, f-1 de yn est dans l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon. Et donc, quel que soit epsilon, il existe n, quel que soit n supérieur, xn appartient à x moins epsilon, x plus epsilon. Et ça, c'est dire que la limite de f-1 de yn égale à f-1 de y. Et donc, j'ai la continuité et on a fini. Voilà. Donc voilà donc cette vidéo. Donc on a vu trois grands théorèmes. Bon, les démonstrations, donc là je vous invite à les revoir parce que là on a fait le tour de tous les résultats fondamentaux de l'analyse. Et pour finir, on va faire un petit exercice. Donc je vais montrer que cette fonction est une bijection de son domaine de définition sur un intervalle qu'on calculerait. On va calculer l'inverse. Bon, alors, x est dans le domaine. Ça veut dire d'abord que log de x est défini, donc ça veut dire x positif. Et 1 moins log de x est aussi positif strictement, donc ça veut dire log de x est plus petit que 1. Donc ça veut dire que ici x inférieur à e, je fais l'exponentielle, donc le domaine c'est 0, e. C'est une fonction continue, bon les fonctions usuelles sont continues, et on va montrer qu'il est strictement décroissante. Alors allons-y, donc je prends 2 x1, x2 là-dedans, avec x1 inférieur strictement à x2. Donc le log de x1 est inférieur à log de x2, puisque je sais que la fonction log est strictement croissante. Alors je passe à l'inverse, je mets moins log de x2 inférieur à moins log de x1, et j'ajoute 1, donc ça me donne ça. Et si je prends le log de ça, encore le log est strictement croissante, donc je trouve que f de x2 est strictement inférieur à f de x1. Et les limites à l'infini. Alors lorsque x tend vers 0 de f de x, alors log de x c'est moins l'infini, donc ici c'est plus l'infini. Log de plus l'infini c'est plus l'infini. Et en e ici c'est 0, donc log de 0 c'est moins l'infini. Et voilà. Et donc f est une bijection de 0e vers r. Alors maintenant, on va calculer l'inverse. Donc je résous l'équation y égale à f de x. Donc je vais trouver x en fonction de y. Bon alors, j'applique l'exponentielle. Donc je vais avoir 1 moins log de x égale à exponentielle de y. Alors ça, c'est log de x égale à 1 moins e y. Et donc x est égal à exponentielle de 1 moins exponentielle de y. Et donc la fonction, l'inverse, f-1 de x est exponentielle de 1 moins exponentielle de x, et on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, donc bon, n'oubliez pas donc de liker, s'abonner, partager pour encourager la chaîne, et je vous remercie.